Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite critique, celle de The Lego Ninjago Movie, un film sorti en 2017, réalisé par Paul Fisher, Bob Logan et Charlie Bean, à qui on doit des épisodes de Tron Uprising, je suis plus sûr mais je crois que c'est ça, et aussi Samurai Jack. C'est un film qui a coûté 70 millions, il en a rapporté seulement 106 dans le monde jusqu'à présent. Il dure 1h40 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est le grand méchant Garmadon qui veut envahir la ville de Ninjago City. Et Lloyd, ou devrais-je dire le Lloyd, est un ninja vert qui va avec ses amis l'affronter. Il s'ensuit bien sûr des péripéties et des retournements de situation parfaits pour nos petites têtes blondes, nos chers bambins. C'est une petite vidéo que je vous propose, tout simplement parce que ce n'est pas un grand film, c'est un film mineur. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il est passé un peu sous le radar de tout le monde en fait. Et personne n'en parle, c'est assez hallucinant, alors que les deux précédents ont plutôt été assez médiatisés et beaucoup de gens en ont parlé. Peut-être que c'est dû à la mauvaise réputation de la série animation Ninjago dont est tiré le film. Donc le film est une espèce de version étendue, plus longue, un grand épisode, si on devrait dire les choses ainsi. C'est un film qui est un petit peu spécial puisqu'il ne s'insère pas du tout dans le même univers Lego que les deux précédents. Non seulement nous ne sommes plus dans une culture américaine, nous sommes dans une culture asiatique. Mais bon, vous savez bien, c'est un visuel asiatique mais fait par des Américains, hein. Donc des fois c'est un peu n'importe quoi, hein. Dans le film on parle d'histoire de ninja et c'est raconté par qui? Jackie Chan qui est un chinois, donc vous voyez un peu le délire, c'est un peu un contresens. D'ailleurs à propos de ce contresens, et c'est je trouve ce qui dessert le plus le film, c'est un prologue encombrant avec un enfant qui rentre dans une boutique asiatique. Alors vous savez c'est les boutiques à la Gremlins, hein, avec des tonnes de trucs chinois asiatiques, gros clichés de boutiques d'antiquité asiatiques, et on a Jackie Chan là qui fait le mariole avec des tasses de thé et qui après sort un petit Lego en bois en disant je vais te raconter une histoire. Et c'est je trouve là que le film se perd, c'est une histoire qui est racontée. Ce n'est pas une histoire qui vit d'elle-même, elle est racontée par un personnage, donc ce qui se passe dans l'univers Lego ne sera jamais vraiment lié à l'histoire des deux précédents. Ce que je trouve pour le coup un peu dommageable. Je trouve que par exemple le Batman Lego Movie n'était pas lié à qui que ce soit racontant l'histoire. On pourrait éventuellement dire ça pour le premier Lego puisqu'il s'agissait de l'imagination d'un enfant, mais avec la continuité du deuxième, eh bien on pourrait se dire que voilà, tout ce beau monde peut coexister dans le même monde, qui est un monde américain. Ici, ça vient d'une histoire racontée par Jackie Chan, donc l'univers Ninjago, je le vois mal tout d'un coup dans un prochain Lego Movie s'insérer de la même façon que Batman par exemple. Donc je trouve qu'en termes de narration, d'avoir mis un prologue live en début de film et bien sûr en fin de film, il y a une petite scène à la fin, eh bien c'est encombrant et ça permettra pas forcément aux personnages, à l'univers Ninjago de s'insérer dans les autres films Lego, de s'imbriquer. Il y a une histoire de l'imbrication dans les films Lego, c'est le cas de le dire. Je trouve que ça empêche le film de s'insérer avec les deux pièces précédentes, donc je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. En plus ça sert à rien, hein. Je dois bien vous dire que c'est vraiment très inutile. Donc moi je suis un peu refroidi par ce début de film, mais le film nous sauve tout de suite avec un début complètement fou. C'est Lego, hein. Les aventures de Lego sont instables et ça part dans tous les sens, et bien ici c'est le cas. Les histoires Lego n'ont aucun sens. Ceux qui ont joué au Lego, vous le savez très bien. Quand vous avez beaucoup de Lego et quand vous commencez à faire des aventures, les aventures n'ont aucun sens. Donc il y a des choses qui se passent dans le film qui c'est n'importe quoi, mais c'est l'esprit Lego. Par exemple, l'attaque d'un chat géant
qui en anglais s'appelle Miutra, donc référence Motra, donc il y a une petite référence asiatique de différentes choses. Moi je ne les reconnais pas forcément, mais par exemple le vieux maître qui est joué par Jackie Chan, enfin qui est joué à la voix par Jackie Chan, qui est voilà le classique maître kung-fu avec une énorme barbe blanche et tout ça, et un petit chapeau, enfin vous voyez ce que je veux dire, les chapeaux chinois, ça fourmille beaucoup d'idées, rien que le début avec le journal télévisé avec des gros titres putaclic, on dirait des vidéos YouTube par nos YouTube FR préférés, vous savez, genre le top 5 avec un énorme écriteau tout dégueulasse avec des gros zooms et tout ça. Bon, vous voyez des trucs vraiment, je me suis dit, voilà, le film il commence assez fort, hein, ça rappelle les heures sombres de la télé. Il y a beaucoup de références à la série, à ce que j'ai compris, mais ça ne m'a pas gêné, ça ne bloque pas le spectateur qui ne connaît pas, c'est plus orienté pour les enfants par contre que les précédents. Dans les thèmes, les codes couleurs, ce qui se passe, les dialogues, eh bien je trouve que les précédents avaient un côté, même aussi où on joue sur la nostalgie et des références plus adultes, un discours plus adulte et un discours profond pour ceux qui ont vécu le Lego, pas forcément ceux qui le vivent dans l'instant. Ici ce n'est pas vraiment le cas, même s'il y a un côté un petit peu adulte, parce qu'on va parler d'un père, de Garmadon, qui découvre en fait que son fils c'est son ennemi juré. Donc ça c'est un petit peu le retournement comme ça, bon, c'est un retournement qui arrive très très vite dans le film. Et l'intérêt de ce film du coup se déplace d'une simple intrigue à la Power Ranger, eh bien ça devient une quête initiatique d'apprentissage d'être père. Et ça, je ne l'attendais pas. J'avais vu très peu de bandes-annonces et le sujet arrive comme ça vers la moitié du film et après prend vraiment une place avec des flashbacks, des trucs émouvants. C'est assez touchant. Alors quand je dis Power Ranger au début du film, bon, il y a ce côté un peu super-héros caché, vous voyez ce que je veux dire. Donc les mecs, ils roulent un peu les mécaniques, genre ouais, on est les meilleurs du lycée. Alors il y a une seule scène de lycée, ça prend pas des masses de place, mais c'est vraiment la bande de copains avec les personnalités bien tranchées, la femme rebelle, le mec qui fait de la musique parce que c'est trop cool. Vous voyez des trucs comme ça. Bon, vous passez ça, c'est pas très important, c'est pas très, ça prend pas beaucoup d'ampleur. Donc moi je ne lui en veux pas au film. De toute façon, c'est aussi pour les enfants. Voilà, il n'y a pas 36 caractérisations grises à faire des personnages. Ils peuvent être noirs et blancs, c'est tout. Ils peuvent être noirs ou blancs, ça passera très bien. De même que le maître kung-fu qui fait des leçons de morale. Oui, il faut que vous travaillez ensemble. Enfin, vous voyez ces genres de trucs. C'est nul, c'est un peu du déchet. Moi, je l'ai déjà vu, mais ça fait sûrement partie des codes qu'essaye d'instiller la série aux enfants. Donc voilà, on le retrouve dans le film. C'est un peu encombrant, mais moi, je n'ai pas trouvé mon répondant dans ces thématiques-là, donc moi je les ai laissés de côté. Ce n'est pas pour moi. Je suis un public qui n'est pas ciblé par ça. Par contre, j'ai été beaucoup plus ciblé par l'imbrication père-fils. C'est un film sur le lien, hein, comme les précédents. Hein. Trouver sa place, travailler ensemble, de nouveau des réconciliations père-fils, hein, dans le premier film, je vous le rappelle, à la fin du film. L'imbrication, encore une fois, travailler ensemble, ne pas être uniquement seul dans l'action. On peut tous être ensemble face à un problème. C'est le cas de Batman Lego Movie, hein, c'était le sujet. À la fin, le Joker et Batman se réconcilient et réimbriquent la ville ensemble, parce qu'il y avait, je crois, un tremblement de terre du fait d'une explosion, il me semble. Eh bien ici, c'est l'imbrication père-fils à travers un apprentissage du père, avec des dialogues poignants et des dialogues qui sont assez fandards. Je trouve qu'avec celui-ci, on commence à identifier un peu plus la formule Lego. Cet humour un peu méta par moments, qui se moque de lui-même, de codes aussi qu'il utilise, le code du super-héros, des films asiatiques. On s'en moque pas mal dans ce film. Et vous savez, comment ça s'appelle, je crois, les Sentai, je crois que c'est le nom du genre
Power Ranger, du genre de récit à la Power Ranger. Dites-moi, les professionnels de ce genre de série, les dénominations de cette série, je crois que c'est le Sentai, mais dites-moi si je me trompe, hein. Si vous avez d'ailleurs des informations supplémentaires, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez vu le film aussi, ça c'est pas dit, hein, parce que je crois qu'il est plus en salle. Donc il y a l'utilisation des codes et aussi leur exagération. Les personnages, eux, vous savez, dans ce genre de film, destiné clairement aux enfants par rapport au précédent, on y va à la truelle. Je veux dire, les partenaires de Lloyd sont plus des silhouettes, ils font du bruit, ils sont pas très intéressants, ils ont un côté Power Ranger bien sûr avec les codes couleurs qui vont avec. Ce sont des ninjas, enfin c'est ce qu'ils disent, mais ils ont plus l'air de super-héros. Il y a dans l'absolu aucune essence asiatique parce que ces ninjas, ils savent mieux manier leurs robots, leurs Transformers en début de film que leur propre corps, donc ça risque pas de représenter une quelconque menace pour Garmadon, qui est vraiment un méchant intéressant. Il est un peu lourdingue au début, mais il est vraiment marrant. Je sais pas, moi je suis sensible à un humour comme ça, un humour Lego, un humour qui a aucun sens. Par exemple, le Garmadon, il a une énorme armée, et pour contrôler son armée, il a des généraux. Sauf que ces généraux, ils font de la merde. Donc à chaque fois, il se fait repousser par les Ninjago. Donc il en a marre et il demande à ses généraux de trouver de nouvelles stratégies. Alors les généraux, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire parce qu'ils ont peur de Garmadon. Donc à chaque fois, ils se font virer en étant propulsés du volcan. Là où est la base, bien sûr, la base du méchant, hein. Dans un volcan, ça semble logique. On voit les mecs qui se font propulser, donc il y a un plan général du volcan avec des projectiles comme ça qui sortent du volcan et c'est les généraux qui se font propulser parce qu'ils se font virer. Ouais, moi je trouve cette idée absolument géniale. Et plus tard dans le film, ils sont dans la jungle et ils tombent sur un cimetière. Et ils se rendent compte que ce cimetière, en fait, c'est la base de l'armée des anciens généraux de Garmadon. Et c'est plein de mecs qui veulent le tuer. Voilà, moi je trouve que c'était génial. Oh non, merde, ce sont mes anciens généraux. Et ils sont tous là avec des armes. Ah, on va te tuer, espèce de salaud. Enfin voilà, moi ça me fait marrer des trucs comme ça. Ça a aucun sens, mais c'est Lego. Donc pour Lego, ça a un sens. Voilà. Et moi je trouve voilà, le film, même s'il est faible quand même dans l'humour, dans les situations, même dans les scènes d'action, il a un esprit Lego et ça on peut pas l'en détacher. Même si je trouvais que beaucoup de blagues ne marchent pas parce qu'elles sont peut-être trop longues, il y a de mauvais scoops pour le rythme, eh bien il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion par des flashbacks. Des flashbacks qui présentent le rapport entre le père et le fils et entre le père et la mère. Donc il y a un Garmadon qui narre la chose et on se fait prendre comme ça dans l'émotion d'une scène avec des petits Legos qui tombent amoureux. Enfin c'est tout chou, hein. C'est vraiment chou et c'est raconté avec beaucoup d'honnêteté, hein. C'est-à-dire autant il y a beaucoup de choses où on se fout de la gueule de la situation dans le film, mais quand il s'agit de l'émotion, de la relation père-fils, là on est dans quelque chose qui est émotionnellement forte. Tout cela est servi par un casting vocal, je l'ai vu en français, c'était pas mauvais, j'étais même surpris d'écouter Ryan Benzetti après avoir vu les gens au casting, parce que j'y suis allé comme ça sans trop savoir. Je peux vous dire aussi que Jérémy, alors j'ai noté le nom, Jérémy Covilo ou Covilault, a fait un super boulot pour Garmadon, c'est très réussi, le doublage est satisfaisant et il y a quelques blagues en français qu'ils ont bien trouvé. En termes de traduction française, le Garmadon il est vraiment réussi, c'est un peu l'effet inverse de Dark Vador. Le fils sait que Garmadon est son père, mais pas le père. Donc le film ne se destine pas, je pense, à l'adulte qui a déjà connu plein de films où il y a cette relation entre le père et le fils, mais plutôt à l'enfant. Donc là, pour l'enfant, ça permet d'être un peu alerte, hein. Encore une fois, le film se destine à un public qui n'est pas celui des deux précédents. La réconciliation est inattendue. Vraiment, j'avais vu 2 bandes annonces, c'est tout, et je m'y attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. C'est ça l'idée, je pense. La relation entre le père et le fils apporte un peu plus de complexité dans ce récit, quand même bien convenu. Ça envoie de la vanne, des fois absurde. Par exemple, il ne sait pas lancer une pièce de Lego. C'est-à-dire, il ne sait pas faire un lancer parce que son père ne lui a pas appris.
Alors que n'importe qui peut lancer quelque chose, mais lui ne sait pas. Voilà, donc voilà, un truc un peu absurde comme ça. La mise en scène, eh bien, elle est un petit peu comme les précédents. Il y a par contre quelques aspects qui sont la réutilisation de code type Power Ranger, la réutilisation d'images, notamment pour des gags, par exemple le verre. Ceux qui ont vu le film, ils savent ce que je veux dire par le verre. La réutilisation d'images aussi pour l'arme ultime. Alors, c'est super sympa ça. Dès qu'il prononce le nom, l'arme ultime, il y a une espèce de montage surcuté avec des mèmes internet, comme ça tout rapide et tout ça, et c'est pour bien signifier qu'attention, c'est l'arme ultime. Voilà, ça c'est super marrant. Il y a aussi le lancement de missiles. À un moment, il y a Lloyd qui active tous les boutons de son super robot et ça balance des milliards de missiles. Et ça fait typiquement penser à du Power Ranger où il y a toujours les mêmes plans qui reviennent avec les trucs qui s'imbriquent et tout ça. Enfin voilà, ça on l'a déjà vu, mais là c'est un code qui est vraiment repris de ce genre de série. On a une très bonne animation, les villes sont toujours impressionnantes à voir et ça fourmille de détails. On n'est pas toujours en train de voir du Lego, je veux dire dans des effets compliqués. Je pense aux explosions, aux effets de gel par exemple. Et bien là on a plus des effets qui ne sont pas Legoifiés, du CGI clairement. Et puis nous avons aussi ce fameux grand chat, qui est un chat, un véritable chat, mais qui n'est finalement peut-être pas si véritable que ça, puisqu'il fait quand même des actions précises, et je soupçonne du CGI par moment. Je pense que le chat est entièrement en CGI. Je l'ai vu qu'une fois, ça m'a pas sauté aux yeux, mais je pense qu'au vu de ce qu'on lui demande de faire, on peut pas demander de faire ça à un chat. C'est trop précis, c'est pas un film qui est totalement Lego, hein. Et l'absurde, bien sûr, devient carrément une esthétique à part entière, au-delà de l'aspect méta, ce que certains avaient du mal à accepter, en fait, sur la longueur, puisqu'il y avait le premier film qui était assez frais, le deuxième film qui commence à garder cette formule comme ça sous le capot, et le troisième continue dans la même voie, mais c'est un petit peu moins bien fait, c'est celui-ci, Ninjago. Il y a pas mal de problèmes au niveau du discours méta, du film réflexif, mais je trouve que ça donne une esthétique au film par moment, et aussi des situations que je ne vois nulle part ailleurs. Ça, c'est surprenant, et du coup, ça donne beaucoup de saveur au film. Et ça donne envie de le revoir, parce que c'est assez dense. Par exemple, à un moment, il y a une explosion, et dans cette explosion, on entend le cri de Wilhelm, bien sûr. L'explosion, et c'est là, encore une fois, code du cinéma d'action, l'explosion se fait plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, on entend le cri de Wilhelm, et c'est assez marrant, parce qu'il y a au moins 5 ou 6 explosions. Et tu vois, à chaque fois, le cri, voilà, moi, ça m'a fait marrer. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bon, les musiques sont sympas, mais il y a beaucoup de chansons, vous savez, des chansons un peu random, un peu jeunes branchées de ce qu'on fait maintenant, avec des trucs super classiques du style I got the power, avec bien sûr le pouvoir des ninjas qui se révèle à la fin. C'est un petit peu gratuit, mais bon, c'est sympa. On dirait que voilà, franchement, on n'a rien inventé en termes musicaux depuis 20 ans. Hein. Ça se voit, là, on te ressort I Got the Power alors que c'est une musique super âgée, quoi. Parce que c'est tellement ancré dans le collectif, ça signifie tellement quelque chose musicalement, et dans les thématiques, on l'utilise encore aujourd'hui. Alors, les Drake et les Ragnagna et Ariana Grande et Taylor Swift, ils peuvent se faire shampouiner. Ils arriveront jamais à intégrer littéralement la culture populaire avec leurs chansons. Hein. Oh là là. Alors, on est quand même dans une misère musicale aujourd'hui, c'est assez effarant. Mais bon, on n'est pas là pour parler musique. On est là pour terminer sur une petite conclusion sur le film. J'ai envie de dire qu'il ajoute de nouvelles briques autant qu'il en enlève. Il en enlève même peut-être plus qu'il en ajoute, ce nouveau film Lego. Je lui mettrais un 13. Un 13. Je pourrais aller plus bas, je me disais que finalement le film n'est pas très intéressant, mais j'aurais quand même envie de le revoir, pour certaines scènes notamment. Donc ça c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. C'est toujours marrant, mais il y a moins de surprises.
C'est une adaptation de la série télé pour les enfants. C'est peut-être celui de film le plus adapté à la famille comme cible, par rapport aux autres et qui sont quand même de sacrés gros délires geeks. Hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, je lui mets, c'est un petit 13 que je lui mets. Mais j'avais envie quand même de revenir sur celui-là, parce que j'étais revenu sur les précédents, donc celui-là n'allait pas s'en tirer comme ça. J'ai pu quand même le voir en plus avec un abonné, j'étais très content. Voilà, je vais terminer sur cette petite note 13 sur 20. J'espère que cette critique vous aura plu. Quant à moi, eh bien, vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Là, je vois qu'il y a plein d'abonnés qui sont arrivés en masse. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'arriverai la semaine prochaine, voire un peu plus tard encore, je ne sais pas, avec la critique du dernier Dupontel. Pour tout vous dire, j'enregistre cette vidéo. J'ai vu ce matin le film de Dupontel, c'est super bien. J'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, je peux vous dire, allez voir le film de Dupontel, c'est de la qualité et c'est français. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!